vais passer immédiatement la parole à Philippe Descola pour lui laisser l'occasion de réagir aux deux brillantes interventions que nous venons d'écouter. Voilà. Je voudrais d'abord vous remercier l'un et l'autre d'avoir considérablement fait avancer sur certains points les propositions que j'avais faites dans les formes de visibles. Quand j'ai commencé à écouter Estelle Zong, j'étais un peu inquiet parce que je me dis elle va me casser la baraque, comme d'une certaine façon elle l'avait fait dans ce livre absolument magnifique, Apprendre à voir, dans lequel elle montre dans la peinture de paysage et la peinture naturaliste du 19e siècle, que je connaissais un peu pour certains de des artistes qu'elle évoquait, comment on peut rendre visible le point de vue des non-humains. Et donc, je me suis dit, bon, les naturalistes, et notamment les peintres de paysage de l'école de la Hudson River, comme Biersack ou Church, sont capables, eux aussi, de rendre visibles des non-humains, alors que si on prend, comme je l'avais fait, leur tableau dans leur ensemble, on y perçoit plutôt, au contraire, la marque d'une division entre le wilderness et la culture, ou la célébration de la destinée manifeste des États-Unis, ce qui sont les interprétations classiques, et avec la perspicacité, le regard éduqué par l'histoire de l'art, ce que je ne suis pas, je m'en rends compte en lisant des historiens de l'art et en vous écoutant tous les deux, attentifs aux détails. On s'aperçoit qu'on peut introduire beaucoup plus de complexité. Et donc, il s'agit un peu de la même chose. On en avait discuté parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois à l'occasion d'un événement commun. On avait commencé à discuter de l'intériorité des animaux dans la peinture naturaliste. Et je pense que c'est un très très bon exemple, au fond, de la capacité dans toutes les traditions iconographiques de certains imagiers, qui est le terme générique que j'emploie pour les producteurs d'images, d'aller au-delà des contraintes qu'ils ont reçues du fait de leur éducation artistique. Et je pense que c'est exactement ce que Jérémy Curig a montré aussi dans le cadre de ces différents exemples. Ça tient sans doute au fait que, plus que d'hybridation peut-être, la terminologie fait défaut pour parler avec un peu de finesse de ces questions, mais plus que d'hybridation, il faudrait parler de la capacité qu'ont les imagiers, au fond, de rendre visible, au-delà des contraintes formelles qu'ils ont reçues dans leur éducation artistique, si on peut dire, quelle que soit la forme artistique, parce que certaines d'entre elles, l'image qu'on a vue tout à l'heure du kangourou en rayon X, ces peintres suivent plusieurs années d'apprentissage pour apprendre à dépeindre avec exactitude les différentes silhouettes des différentes espèces animales qu'ils figurent. Donc il y a véritablement un apprentissage et l'intériorisation de codification. Mais cela dit, de la même façon que chacun d'entre nous est capable d'avoir des intuitions, de faire des inférences de type animiste, analogiste ou totémique, de la même façon, lorsqu'on s'exprime par les images, je pense qu'on peut franchir des frontières avec une certaine liberté. Et je pense que les exemples qu'on vient de voir en sont un très bon témoignage, avec, dans le cas de l'intériorité des animaux, le poids plus ou moins grand
précisément de la tradition, des codifications, et qui est très qu'Estelle a bien montré dans le cas de Rosa Bonheur, avec le portrait, non pas analogiste, mais analogique du lion à la manière d'un être humain. C'est une tradition en plus qui existe dans la peinture. Je pense le dessin, je pense à Granville, des artistes comme ça qui jouent sur la correspondance entre des traits caractéristiques de certaines espèces et puis des traits qui peuvent être transposés à des figures humaines. Et puis des façons un peu différentes que tu as montrées je pense au mouvement suspendu aussi, avec cette hypothèse que tu fais du fait que moins il y a de face d'animal, plus il y a d'intériorité, qui paraît paradoxale, mais qui me paraît très juste aussi, parce qu'on n'est pas tenté, effectivement, avec la face de faire surgir l'intériorité de façon conventionnelle, mais de la basculer tout entier du côté du mouvement, donc la manifestation de l'intention par le mouvement. Le paysage de Tom comment on prononce, Utek, avec l'ours qui contemple le lac, et qui est quelque chose qui est récurrent dans son œuvre. Tu remontes dans ton livre sur apprendre à voir plusieurs exemples, est intéressant, parce que j'ai découvert récemment, il faudrait que je creuse un peu cela, je ne sais pas quel crédit on peut accorder à cela, une référence à des chimpanzés qui s'assiedent au coucher du soleil au bord d'un lac pour contempler le coucher du soleil. Alors, c'est toujours le problème, effectivement, de l'imputation d'un sens esthétique à des êtres avec lesquels on ne peut pas communiquer, qui ne peuvent pas nous dire ce qu'ils ressentent face au coucher du soleil, si c'est un bon moment de la journée pour observer ce qui se passe sur le lac ou dans ses alentours. Mais ça m'a suggéré ce parallèle. Pour ce qui concerne en effet la période que Jérémy Kering évoquait, je pense que c'est en effet une période de transition, de trouble, d'expérimentation. Il y a toujours de l'expérimentation dans l'art, bien sûr, mais dans cette période en particulier. Et que donc la liberté qu'on peut ressentir, que les artistes peuvent ressentir à expérimenter de façon à basculer dans d'autres régimes figuratifs ou à combiner des régimes figuratifs différents, s'est fait peut-être sentir beaucoup plus finement à cette époque, à la Renaissance, qu'à d'autres moments qui étaient plus encadrés. Je pense que les deux présentations sont aussi passionnantes, qu'elles mettent le doigt sur précisément quelque chose de très important à entreprendre maintenant. Si on donne un peu de crédit aux propositions que j'ai pu faire de ces contrastes ontologiques dans les images, ce qui compte maintenant, c'est de regarder les formes d'hybridation, les formes de combinaison, les variations internes et les choses comme ça, de façon à ne pas figer ça sous la forme d'un carcan typologique dans lequel on pourrait ranger les images automatiquement comme dans des tiroirs. Et ça, seule la connaissance fine des historiens de l'art comme vous, de certaines périodes et de certaines traditions iconographiques permet de mettre en évidence. J'ai été frappé aussi par, dans le cas de la présentation de Jérémy Kering, du rôle du langage, au fond, qui vient se superposer aux images, notamment les graffitis, à la fois bien sûr ce que les artistes
mettent comme indication sur ce qu'ils ont voulu faire, mais aussi sur les graffitis qui viennent se superposer et enrichir au fond les significations et les demandes de filiation, les demandes de partage de monde qui sont faites par les graffitis. Et je pense que c'est quelque chose de très, très fondamental qu'on voit bien sûr dans certaines traditions iconographiques, je pense en particulier en Extrême-Orient, mais qui est présent dans la peinture naturaliste. Donc c'est quelque chose qui est assez analogiste, je crois, en fait, la combinaison de ces deux registres, mais dont on voit dans la tradition européenne la pertinence et la puissance, notamment dans ce que vous avez montré. Donc je pense que ce que vous avez présenté, c'est des tremplins pour des recherches futures qui viennent rendre beaucoup plus complexes et subtiles les propositions que j'ai pu faire et auxquelles je suis donc ces futures recherches auxquelles je suis très, très attentif parce que pour quelqu'un qui, encore une fois, n'est pas un spécialiste, c'est à la fois réconfortant d'être pris au sérieux, mais en même temps de voir que les propositions qu'il peut faire débouchent sur autre chose que le simple prolongement des hypothèses initiales. Voilà. De toute façon, on a compris que ces hypothèses initiales, elles étaient loin d'être figées, comme vous venez de le rappeler. Enfin, voilà, le livre, malgré son chapitrage comme ça extrêmement rigoureux, n'est pas en fait en réalité la proposition d'un système de classification avec des tiroirs bien étiquetés dans lesquels on distribuerait les images. Je crois qu'on a tous un petit peu rebondi là-dessus finalement et qu'on a été sensible au passage au chapitre au chapitre intitulé Variations dans l'ouvrage qui suspendait un petit peu le système classificatoire pour montrer comme cela, au contraire, oui, ces hybridations ontologiques, ces circulations entre les différents régimes ontologiques. À ce sujet, j'avais une question peut-être pour Jérémy, que j'attendais presque sur un autre terrain finalement, comme spécialiste de la Renaissance et comme quelqu'un qui a pu étudier aussi un petit peu, il me semble, les résurgences, les formes de culte finalement associées à certaines images de la Renaissance, qui, au-delà de leur mode de figuration, effectivement caractéristique d'un régime naturaliste, montrait en réalité une agence bien différente et placée au contraire comme placée sur un autre plan de ce fonctionnement ontologique, de cette classification ontologique des images. Tu veux que je réagisse? Oui, peut-être. Enfin, je le fais très à moins que je tombe à côté. Non, pas du tout. Tu as bien raison de soulever ce point qui est assez important. Par quelle voie, en fait, on fait l'expérience des images? C'est à ça que tu fais écho, c'est-à-dire à l'ouvrage que j'ai récemment publié sur l'iconophagie, entre autres, puisque l'ouvrage dont il est question aujourd'hui, Les formes du visible, pose la question de l'expérience, la figuration, l'agence des images, et en plaçant le regard ou la contemplation, la vue en tout cas, au cœur du dispositif. Mais il apparaît que des images, on peut en faire l'expérience de manière très très différente. On peut les toucher, on peut les embrasser, on peut les enlacer, on peut les brûler, on peut aussi les manger. Et ces différentes formes d'expérience rendent compte d'une complexité finalement de nature des images qui renvoient par leur matérialité, bien souvent. Elles ne sont pas systématiquement matérielles, mais enfin, souvent médiées par des matériaux. Que ces matériaux, on peut les toucher, on peut les interagir avec sur le plan sensoriel et pas uniquement par le biais de la vue. Donc cette idée que peut-être aussi un travail
une poursuite du travail serait à faire, à réaliser à partir de cette proposition, et qui consisterait à voir quels sont les modes par lesquels on fait l'expérience de ces images. Une chose qui me fascine véritablement aussi dans ce que vous avez décrit et ces procès de figuration ou d'agence des images, c'est le rôle tenu par le corps parfois, qui est le réceptacle de l'image, qui met en mouvement l'image, qui la fait vivre, qui lui donne tout simplement son épaisseur ontologique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans quantité de sociétés. Être une image, le théâtre, est-ce que c'est pas aussi d'une certaine façon pour nous? Bien sûr. Voilà, et c'est quelque chose qui là encore, se distribue de manière très très large, avec des infléchissements, des continuités, des discontinuités temporelles, et qui appelle, là encore, une attention de la part des historiens de l'art, de la part des anthropologues, et je dirais de ceux qui pratiquent une anthropologie historique des images, parce que voilà, on ne fait pas le tour des images en n'y impliquant que la vue, que le regard. C'est essentiel, bien sûr, mais ce n'est pas là la seule voie par laquelle y accéder et les comprendre. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ton interrogation, mais... Je crois que l'agence des images, précisément, elle est profondément renforcée par les autres sens. Je ne crois pas. Il y a une thèse que certains anthropologues défendent, comme quoi il y aurait un privilège de la vision qui serait caractéristique de la tradition moderne, et qui serait supplanté dans d'autres civilisations par d'autres régimes sensoriels. Je crois que la vision est fondamentale partout. Il n'y a pas mais simplement nous avons peut-être pris l'habitude au fil des siècles, et justement pas dans cette période initiale au fond de la figuration moderne, mais au fil des siècles d'abandonner les autres régimes sensoriels. Puisqu'on est au couvent des Bernardins, je me souviens de ce qu'écrivait l'abbé Sugère sur l'importance des différents types d'ornements à Saint-Denis pour susciter la piété. En fait, il n'y a pas simplement la vision, il y a aussi les odeurs, bien sûr la musique et toutes ces choses-là qui sont fondamentales. C'est l'occasion d'ailleurs de déplorer l'appauvrissement considérable de l'esthétique sacrée dans le monde européen, en tout cas depuis un peu plus d'un siècle, par rapport au fond au fait que pendant la plus grande partie de l'époque naturaliste, un très grand nombre d'images, si ce n'est la majorité, ont été produites précisément dans une intention de célébration sacrée. Donc ces dimensions-là sont fondamentales, en effet, et je pense que la puissance d'agir des images repose aussi sur l'usage du corps et des capacités sensorielles. Cela dit, je pense que les formes aussi de manifestation sont quelquefois joue sur des principes qu'il convient de bien prendre en considération. Je reviens sur l'affaire de la puissance d'agir des images totémiques ou totémistes. Une chose qui m'a beaucoup frappé dans la lecture de l'ethnographie sur les rituels australiens, c'est que l'activation de la présence des êtres du rêve, des prototypes, des prototypes totémiques dont l'action continue d'être efficace dans le quotidien, se fait non pas de façon mimétique, mais de façon indicielle. C'est-à-dire que dans les rituels, on va des danseurs qui sont couverts de décorations qui sont faites avec des plumes en général. Ces décorations figurent en réalité des itinéraires d'êtres du rêve, c'est-à-dire des segments d'histoire qui ont abouti au fait que certains groupes totémiques, précisément, ont hérité de certaines
caractéristiques, certaines qualités qui ont été transmises par ces êtres du rêve, mais ce que l'on figure, ce ne sont pas les êtres du rêve, c'est l'itinéraire ou le segment d'itinéraire qu'ils ont accompli au cours de cette action, qui vient donc réveiller, si je puis dire, leur puissance d'agir par l'intermédiaire de rituels. Donc c'est pour ça que je crois que il faut être très attentif aux différentes formes que peut prendre l'imputation d'une agence aux images, parce que les principes sur lesquels elle est fondée peuvent varier considérablement. Je voulais également faire rebondir un petit peu Estelle sur une observation que j'avais à lui faire sur son intervention qui est un petit peu qui remet en cause quand même pas mal d'idées préconçues que l'on pouvait avoir justement sur la présentation de l'animal et sur la capacité que l'on pensait avérée de certains artistes à montrer cette intériorité de l'animal, ou montrer qu'en effet il n'en est pas grand-chose. Et en voyant les portraits de lions là, de Rosa Bonheur, portrait d'animaux de Rosa Bonheur, j'ai pensé aussi au célèbre portrait de singe de Gabriel Van Max, qu'on a plutôt porté au crédit comme ça d'une figuration très, très empathique avec l'animal, et dans laquelle finalement on aurait la projection de la propre intériorité des humains que nous sommes, et pas tellement de capacité à entrer en communication avec cette intériorité. Mm-hmm. Oui, il y a toujours ce paradoxe qu'on trouve les portraits d'animaux réussis quand on dit, j'en parlais avec Philippe Descola, quand on dit qu'est-ce qu'ils ont un regard humain. Et c'est quand même un paradoxe de trouver que tout d'un coup on a quelqu'un en face de soi quand il y a quelqu'un qui est la copie conforme de soi-même. Ça dit beaucoup sur la non-capacité, en tout cas la difficile capacité des naturalistes à reconnaître et valoriser de l'altérité. Et effectivement, quand on trouve un portrait que ce soit ces portraits de singes ou autres réussis, c'est qu'on va... C'est quand on s'y reconnaît, avec le sentiment qu'au moment où on s'y reconnaît, l'animal est rehaussé, au sens où il devient intéressant, il devient digne de notre attention. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et justement, tout l'enjeu, c'est essayer d'arriver à essayer de se rendre attentif aux autres formes de vie dans leur différence et leur capacité à avoir des formes d'intériorité. C'est toujours cette question. C'est quand même, ça paraît pas si sorcier, mais c'est quelque chose qu'on a eu du mal à faire, c'est-à-dire à reconnaître une pluralité des formes d'intériorité, alors qui n'est pas forcément le chemin que prend l'animisme, hein. On l'a vu précédemment, puisqu'il y a effectivement cette espèce de paradoxe qui est que dans l'animisme, l'intériorité est partagée, et le meilleur moyen de figurer cette intériorité, c'est effectivement de représenter un visage humain, donc une intériorité humaine. Et d'une certaine manière, c'est aussi la stratégie qu'on a privilégiée dans la représentation naturaliste. Seulement, le problème, c'est que nous, l'intériorité humaine, telle qu'on la conçoit, n'a jamais été commune et qu'elle a toujours été pensée par exclusion et hiérarchie. Donc, cette stratégie ne peut pas fonctionner chez nous. Et donc, puisqu'elle ne peut pas fonctionner, il faut arriver à essayer d'imaginer une pluralité de formes d'intériorité qui fassent de la place à des formes d'intériorité non dégradées, dégradantes, toujours pensées, comment dirais-je, par rapport à un étalon de valeur qui reste l'intériorité humaine. Et ça, c'est quelque chose auquel notre œil est peu formé mais qui, à mon sens, est quelque chose qui est travaillé par beaucoup de peintres, comme j'ai essayé de le montrer à la fin de cette présentation, et qui ne passe pas effectivement par le visage, à mon sens, parce que c'est justement un terrain beaucoup trop miné. C'est un terrain qui a été complètement exproprié, approprié, et qui a exproprié les animaux non humains.
Donc il faut retrouver quelque chose du corps, et du corps qui lui aussi a été, c'est difficile, hein, vous voyez qu'on circule dans un terrain vraiment compliqué, parce que le corps lui aussi a été profondément dévalorisé en système naturaliste comme étant justement une enveloppe incidente, mais pas au sens animiste, au sens où, comment dirais-je, il ne raconte rien, il ne dit rien en système naturaliste sur qui il y a à l'intérieur. C'est juste... et qu'il faudrait justement pouvoir accéder à un esprit pour rencontrer quelqu'un. Et donc, il faut aussi réapprendre à voir les corps autrement, à voir les corps, justement... c'est pour ça que j'ai essayé de parler de corps perspective à la fin, justement de manière non dualiste, c'est-à-dire pas suivant cette répartition entre corps-esprit, avec corps, enveloppe incidente et esprit qui contient tout ce qu'il y a d'intéressant chez un être, mais effectivement avec cette idée de corps perspective qui essaie qui est une tentative, hein, par cet accolement des termes et par ce tiret, de faire exister quelque chose que notre esprit et notre œil a du mal à percevoir, qui est comment un corps est un point de vue. Et donc qui a les mêmes, qui a tout ce qu'on a attribué auparavant à l'esprit dans la modernité naturaliste peut être retrouvé dans le corps. Voilà. Merci. Vous souhaitez réagir, Philippe? C'est parfaitement bien, beaucoup mieux que j'aurais pu l'exprimer, la définition de l'animisme et du rapport avec la figuration de l'intériorité animale dans le naturalisme. Bravo. Nous allons clore cette matinée ici. Je vous remercie encore de votre présence. Je remercie nos panélistes, notre conférencier.